LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Bientôt les vacances. C'est pourquoi nous vous proposons très judicieusement des images de voyages insolites. Des voyages respectant certaines règles. J'ai dit règles, pas contraintes. Parlons d'écotourisme, de tourisme durable, de tourisme responsable, équitable, solidaire. Comment s'y retrouver dans cette jungle d'appellations ? Pas de panique, il s'agit d'abord de vacances et de détente, mais en respectant la planète et ses habitants. L'écotourisme, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, prend en compte la conservation des espaces naturels et intègre les populations locales dans son développement, c'est tout. Au programme. Cap sur les fjords de Norvège, à bord d'un navire qui remplit une double mission. Express côtier pour ceux qui travaillent, bateau de plaisance pour les voyageurs. Bref, un bus flottant, avec spa sur le toit, dépaysement garanti. L'éco-croisière en France, c'est possible. À la découverte du Lot en Aquitaine, embarquez sur le premier bateau hôtel solaire au monde. Vous y dégusterez des petits plats gourmands faits maison et serez initié au matelotage par une incroyable Madame la Capitaine. Les volcans d'Auvergne en VTT. Très peu pour moi, me direz-vous, je ne suis pas sportif. Oui, mais en VTT électrique. Ah, mais ça change tout. Qu'importe les dénivelés, tout vous est permis, même peu musclé. Vous insistez pour partir en avion à l'autre bout du monde sur une plage de sable fin. D'accord, mais songez à la compensation carbone. De quoi s'agit-il ? Notre chroniqueur Gérard Felzer vous dira tout. Sabine, Gérard, où est-ce qu'on pourrait aller en vacances cet été ? je te propose d'aller plein nord jusqu'aux confins du cercle arctique dans un pays surnommé le pays du soleil de minuit. La Norvège. Et à propos, je vais te raconter une petite histoire. J'étais avec mon petit avion au nord de la Norvège, j'ai survolé les fjords magnifiques, j'étais inquiet par la tombée de la nuit, j'appelle la tour de contrôle et je leur demande à quelle heure se couche le soleil. Et ils me répondent dans 3 semaines. C'est pas beau ça ? Ça, c'est une belle expérience, une expérience qui peut être partagée aujourd'hui. C'est que le pays compte 2400 km de côtes, creusées, tu l'as dit, de criques, de fjords. Et depuis 120 ans, il existe un service côtier pour relier le sud au nord, très célèbre dans le pays, c'est Hurtigruten. Je garantis pas l'accent. Oui, ce qui signifie route rapide. Et puis, c'est écolo puisqu'on transporte à la fois les passagers et le fret. C'est éco-responsable. À Bergen, le dimanche soir, tout est calme. Là-bas, c'est le Nordkap de la compagnie Hurtigruten et il apparaît ce soir pour la côte nord. Pour le Nordkap, un des bateaux de la compagnie norvégienne Hurtigruten, la route vers le cercle polaire commence ici. Durant 11 jours et 11 nuits, le bateau va longer la côte ouest de la Norvège. En 1893, lorsque les ancêtres du Nordkap commencent à desservir la ligne entre Trondheim et les villages de la côte norvégienne, la vie des habitants est instantanément améliorée. Là où les marchandises mettaient jusqu'à 5 mois en hiver par la route pour parvenir du sud au nord du pays, avec ces bateaux, les villageois sont approvisionnés en quelques jours. Et déjà, des passagers profitent de ces navires de marchandises pour rallier les villes de la côte ouest. « 120 ans plus tard, 12 navires de la Hurtigruten se relaient sur cette ligne entre Bergen et le Cap Nord. Bien plus volumineux que leurs ancêtres, ces bateaux transportent beaucoup plus de marchandises et de passagers. Avec ses 123 mètres de long, le Nordkap emporte chaque année 60 000 tonnes de fret, l'équivalent de près de 18 000 camions à une vitesse de 15 nœuds. Et chaque voyage, il embarque 45 voitures et plus de 600 passagers. Les routes sont très étroites ici, et il y a des tempêtes hivernales. Donc tout est transporté par ces bateaux. C'est beaucoup plus sûr. Nous arrivons toujours à bon port.
Parmi les passagers, beaucoup de touristes venant parfois de l'autre bout du monde pour vivre cette expérience des grands express côtiers norvégiens. J'habite la côte est de l'Australie. J'ai fait 22 heures d'avion pour arriver jusqu'ici. Et la raison pour laquelle je suis venu là, c'est que j'ai des amis qui ont fait cette croisière il y a quelques années. Ils m'ont parlé de cette formidable expérience et de la beauté du paysage. Parmi les passagers, Jean-Pierre, un habitant des Alpes fasciné par cette ligne d'express côtier depuis la découverte il y a 10 ans d'un récit baptisé « Au nord du monde ». En fait, ce livre, il raconte le voyage d'un écrivain sur le Vesteralen. Le Vesteralen, c'est un des plus anciens navires actuellement qui navigue pour la compagnie Hurtigruten. Et vraiment, ça m'émeut de devoir parler de ce livre en étant là sur place. Vraiment, je suis très, très ému. Les ports de l'Express côtier, eux, sont encore, à quelques exceptions près, des ports dans les villes ou même les villages. Souvent, le port n'est qu'un hangar de tôle où s'entassent des paquets, des planches ou des pneus en attente de leur destinataire. Heute ist Kristiansund Versorgungsbasis für die Bohrinseln in der Nordsee und c'est un feu d'artifice, quoi. C'est un feu d'artifice. Arriver là à 7 heures avec ce village-là, avec la nuit qui tombe et toutes les maisons allumées, ça serait quand même dommage d'être dans sa couchette, quoi. Depuis 48 ans, la vie de Pier, un docker du petit port de Kristiansund, est rythmée par les visites du Nordkap et des autres navires de la Hurtigruten. Chaque nuit, à la même heure, je viens ici. Autrefois, il y avait des centaines de personnes sur le quai qui venaient voir arriver le bateau. Mais aujourd'hui, il n'y en a que quelques-uns. Les gens préfèrent rester chez eux à regarder la télévision. Ça, c'est une roue de Ford Mustang. C'est arrivé par un autre bateau très tôt ce matin. Et ça, ce sont des tenues de survie. Et les sacs ici, ce sont des produits pour nourrir les poissons. Il y a vraiment de tout ici. Le lendemain matin, le Nordkap arrive à Trondheim, l'une des villes les plus peuplées de Norvège. À peine amarré, un autre navire vient lui aussi accoster au quai de Trondheim. C'est le Vesteralen, le bateau synonyme d'aventure pour Jean-Pierre. Le livre de Jean-Pierre et sa fascination pour ce bateau lui servent de carte d'accès à bord. Waouh! Il y a une très belle vue d'ici, hein? Le Vesteralen reprend sa route vers le sud. Quant au Nordkap, dans quelques jours, il approchera le cercle polaire, en suivant l'une des plus belles routes maritimes du monde. Les voyages en cargo se multiplient à travers le monde. Ils ont même leur guide, rédigé par Hugo Verlhomme et Marc-Antoine Bombaille aux éditions des Équateurs. Vous y trouverez des témoignages, des exemples de destinations mythiques comme New York, Valparaiso, Papeete, Vancouver et aussi des contacts. Gérard. Alors Sabine, la Norvège, magnifique, mais alors il fait pas chaud. Et puis peut-être il faut lutter contre les préjugés. L'écotourisme, c'est pas forcément au bout du monde. D'autant que la France reste la première destination touristique du monde avec 83 millions de visiteurs par an. Et l'éco-croisière existe aussi. Direction l'Aquitaine, je te propose Gérard de découvrir le Lot à bord de la première péniche solaire au monde, transformée en hôtel flottant par une femme remarquable. C'est Madame la Capitaine Dominique Renouf. Croisière paisible sur le Lot. C'est fantastique. C'est ressourçant. Pas le moindre bruit, aucune odeur,
la péniche glisse sur l'eau comme naturellement. Ça fait 8 ans que le bateau navigue sans carburant. À la barre, Dominique. Et à la propulsion, le soleil. 65 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et 11 tonnes de batterie permettent 4 heures de navigation par jour durant 5 jours. 10 tonnes de CO2 en moins pour la planète tous les ans. Pourquoi brûler du carburant pour aller à 5 km/h? Aujourd'hui, ça semble complètement... Je suis sûre que dans 30 ans, on dira « mais ils étaient fous ces gens-là ». Dans 30 ans, peut-être. Mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Car pour homologuer cette péniche hôtel écolo, l'administration a pris le temps de la réflexion. Pas moins de 7 ans. Qui veut manger? C'est très convivial, très simple. Non mais les conséquences du silence, on s'en rend pas compte. Hein. Y compris sur la communication. Non, et puis l'observation de la nature. Le Martin pêcheur, ce matin qu'on a vu partir, c'était pareil. Avec un diesel ou un moteur autre, les oiseaux seraient partis depuis bien longtemps. Avec 8500 km de voies navigables, la France possède le plus grand réseau fluvial d'Europe et compte 10 millions de passagers par an. Un tourisme qui a la cote, mais n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Dominique se rappelle quand elle naviguait sur le canal du Midi. Il y a trop de bateaux, donc ça se traduit par trop de pollution. Les moteurs thermiques sont refroidis par l'eau et il y a peu de moteurs complètement étanches, donc ça rejette dans l'eau des huiles et des hydrocarbures. Et puis la pollution par les eaux usées. Le rejet d'eau usée en eau fluviale est interdite, mais ce n'est pas du tout appliqué. La solution électro-solaire permet une navigation beaucoup plus propre, parfaitement adaptée aux promenades proposées par Dominique. Mais ce type d'énergie peut-elle être largement étendue dans le monde du tourisme nautique? Direction le Morbihan en Bretagne, le paradis de la plaisance. Yannick fabrique des bateaux électriques. Celui-ci se charge classiquement sur secteur avec un appoint solaire estimé à environ 30%. Et cela marche même sous le ciel breton. Il n'y a pas besoin d'avoir un plein soleil pour recharger ses batteries. On peut être avec une couverture nuageuse. Idéal pour une balade en silence le long des côtes. Mais seulement 70 km d'autonomie à vitesse modérée, des limites qui ne conviennent pas à tout le monde. On a besoin d'autonomie, d'aller vite ou d'aller loin. Donc ça reste quand même, le thermique reste quand même la solution majoritairement appréciée par les plaisanciers. Souvent, le bateau à moteur sert moins à la promenade qu'à se rendre au plus vite sur une île ou dans une crique pour y rester le plus longtemps possible. Un projet peu compatible avec l'électrique. Quant au prix, le bateau d'Yannick coûte 2 fois plus cher qu'un bateau thermique équivalent. Pour une machine puissante, il faut même quintupler le prix. Bref, le hors-bord électrique pour Monsieur Tout-le-Monde ne semble pas encore vraiment d'actualité. Yannick croit davantage au moteur propre d'appoint pour les voiliers. Avec des batteries rechargeables, grâce à cette hélice de son invention fixée sous la coque. Avec la vitesse du voilier, on fait tourner l'hélice, puisque l'eau entraîne l'hélice, et on peut recharger comme une dynamo les batteries du bateau, que ce soit les batteries de propulsion ou des batteries de servitude. Mais pour les gros bateaux, le défi reste entier. Paris est le premier port de tourisme fluvial au monde. Et pour ce type de bateau à forte capacité qui enchaîne les visites malgré un courant puissant, l'électrique trouve clairement ses limites. Vous êtes obligé soit d'avoir un volume de batterie, par exemple pour un bateau comme ceux qu'on exploite nous, de l'ordre de 60 tonnes de batterie, ce qui est totalement irréaliste, et avec une structure très légère d'aluminium qui du coup est fragile, soit vous renoncez. Pour la centaine de bateaux promenant 8 millions de touristes par an sur la Seine, comment naviguer plus propre? Ce bateau vogue au diesel électrique. Au bout de cet arbre, il y a l'hélice de propulsion qui entraîne le bateau. Et cet arbre lui-même, il est entraîné par un moteur électrique. Et ce moteur électrique, il est entraîné par un groupe électrogène. Dans cette caisse jaune, un moteur diesel tourne à régime constant, sans variation. Il alimente le moteur électrique, qui lui se charge de toutes les accélérations et décélérations très consommatrices d'énergie. Un système qui génère de véritables économies de carburant et de CO2. Elle se chiffre par rapport à des bateaux que nous avons dans notre flotte et qui ont la même puissance à environ 25%. Un compromis en attendant peut-être les nouvelles générations de batteries développées dans le secteur spatial et qui annoncent des capacités énergétiques 10 fois supérieures aux batteries actuelles. Sabine, est-ce que pour faire de l'écotourisme,
il faut être un grand sportif, parce que c'est pas vraiment mon cas, quoi. Mais non Gérard, ça c'est encore un préjugé. L'écotouriste serait un sportif acharné, un trekker invétéré, adepte du camping sauvage, de la douche froide et de l'éclairage à la bougie. Mais non, la preuve, je te propose de découvrir un véritable petit bijou, le parc naturel des volcans d'Auvergne, en VTT puisque tu es équipé pour. Un peu dur peut-être, non? En VTT électrique. Ah, bon, je préfère. Accessible de 7 à 77 ans, dégustation de fromage en prime. Cela ressemble à n'importe quelle excursion en vélo. Bonjour. Pourtant, ces touristes vont expérimenter un nouveau moyen de déplacement. Grâce à une batterie électrique montée sur leur vélo tout-terrain, ils vont pouvoir explorer la région de Saint-Nectaire, dans le massif du Sancy, au cœur de l'Auvergne, sans émettre de bruit ni de carbone. Comme vous pouvez le voir, la particularité de ce VTT, c'est qu'il y a l'assistance électrique. Cette assistance électrique, elle est visible par la batterie qui est ici. Et ensuite, le bloc moteur qui va vous permettre d'assister votre pédalage, eh ben, il est situé ici au niveau du plateau à l'avant. Vous avez le petit bouton qui est en bas à gauche, là, juste là. Vous appuyez dessus et ça va allumer l'assistance. Voilà. Donc c'est une assistance électrique, c'est-à-dire que le vélo, il ne va pas partir comme une moto, d'accord ? Quoi qu'il arrive, pour que l'assistance elle se mette en activité, il va falloir que vous pédaliez. Hein, à aucun moment, vous allez rouler et que l'assistance va vous pousser toute seule. Après quelques mètres d'essai, la première surprise des explorateurs, c'est la sensation de décoller dès qu'ils activent l'assistance électrique. Le vélo, souvent, on trouve que c'est difficile et là, d'un coup, ça paraît facile, comme quand on nage avec des palmes, quoi. C'est vraiment nager sans palme, nager avec palme, ça revient au même que faire du vélo avec assistance ou sans assistance. C'est bon tout le monde ? Eh bien allez, c'est parti. Ouais. Lorsqu'il pédale, un cycliste amateur développe une énergie d'environ 100 watts. Grâce à la batterie fixée sur le cadre du vélo et qui délivre l'électricité au moteur, cette énergie peut être doublée, triplée et même quadruplée en fonction du programme d'assistance électrique choisi par le cycliste. Un capteur magnétique reçoit l'information de la puissance appliquée sur les pédales. Cette information est ensuite transmise au variateur qui calcule la puissance que le moteur devra délivrer pour accompagner le mouvement du pédalage. Un dispositif technique particulièrement adapté pour sillonner les chemins de l'Auvergne. Quand je fais du vélo électrique, déjà c'est la facilité comparé à un vélo normal. Et puis une sensation de liberté, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement et découvrir beaucoup plus de paysages qu'en vélo traditionnel. Avec la neige derrière, ça doit être magnifique. Ah bah, j'ai envie de dire, à toutes les saisons, on a un tableau avec l'église de Saint-Nectaire et le massif du Sancy derrière en arrière-plan. C'est toute l'année un tableau. Bah, le côté magique du VTT assistance électrique, on est en train de le vivre. On sort de la vallée de Saint-Nectaire. Et puis j'ai un groupe derrière moi, un enfant de 9 ans, des plus sportifs, des moins sportifs. Tout le monde est ensemble et tout le monde profite du moment. Donc c'est le côté magique, c'est-à-dire que ça ouvre le vélo à tout public. La batterie permet de se déplacer en moyenne pendant 3 ou 4 heures. Son autonomie dépend évidemment du poids du cycliste et du dénivelé du terrain parcouru. Pour une journée complète, il suffit d'embarquer une batterie de rechange dans un sac à dos. Mais pour explorer tout le massif du Sancy et même au-delà, les acteurs du tourisme de la région de Saint-Nectaire ont pour projet de mettre en place un véritable réseau de relais de batteries. Le projet, si on veut vraiment développer ce moyen de déplacement écologique, ça serait d'arriver à permettre à toute la vallée, voire plus, tout le massif du Sancy, d'avoir un moyen de déplacement écologique et surtout organisé, c'est-à-dire avec des bases de stations où les gens savent que s'ils partent d'un point A à un point B, ils vont arriver sur un lieu où la personne est capable de les accueillir et connaît la pratique du vélo à assistance électrique. C'est sympa la vue d'ici là, hein ? Le prix d'achat d'un VTT électrique demeure élevé, de l'ordre de 2 500 €. La location est donc une solution idéale, 29 € la demi-journée ou 45 € la journée. Alors ? Magique, hein ?
Selon un sondage Harris Interactive, 80% des Français ont déjà entendu parler du tourisme durable ou de l'écotourisme et 90% déclarent respecter la nature et la culture des pays qu'ils visitent. C'est engageant. Mais 60% des Français estiment que les offres de voyage responsables sont trop difficiles à trouver. Et quand ils y parviennent, 70% estiment qu'elles sont trop chères. Pour vous y retrouver, sachez qu'il existe une multitude de labels. Pour n'en citer que quelques-uns. Écolabel européen, La Clé Verte, Earth Check, Green Globe, Hôtel au Naturel, Écogîte, Gîte du Panda. Une précaution à prendre cependant, ces labels sont payants de 100 à 1000 euros selon la taille de la structure et certaines petites entreprises n'ont pas les moyens de l'acquérir alors qu'ils sont très engagés en faveur de l'environnement. Soyez donc vigilants. Et Gérard, il existe une autre solution pour voyager, même loin, en avion par exemple, tout en prenant soin malgré tout de la planète. Sabine, j'ai compris, je vais me changer. Voilà. Sabine, lorsqu'on veut voyager loin, évidemment, on consomme du carbone, a fortiori en avion. Mais il y a une solution pour ça, ça s'appelle la compensation carbone volontaire. Tu sais très bien trouver les questions, toi qui étais pilote de ligne. La compensation carbone volontaire chronique, c'est maintenant. Lorsqu'on se déplace, comme partir en vacances par exemple, on émet toujours du CO2. Pour mon scooter, je consomme en gros 50 grammes de CO2 par kilomètre. Pour une voiture, c'est plus du double. Et pour l'avion, on va le voir ensemble. Bonjour monsieur. La salle d'embarquement, c'est là-haut ? C'est là-haut que ça se passe. Merci. Je ne vous emmène pas dans un véritable avion, mais dans un simulateur. On part avec 7 tonnes de carburant, 3 tonnes 5 dans chacune des ailes. Nous allons voir ce qu'il nous reste à l'arrivée. Il faut savoir que rien qu'à Roissy, les avions au roulage consomment 300 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire autant que le périphérique. Et on a une nouvelle méthode, c'est de rouler avec des moteurs électriques sur les roues. C'est ce que vient de faire Safran avec le Green Taxi. Décollage, donc puissance maximum, pas loin de 12 000 litres à l'heure. Mais ça ne dure pas longtemps, heureusement. En vol, on peut diminuer sa consommation. On choisit l'altitude optimum en fonction de la température et de la masse de l'avion. Et puis on demande, autant que faire se peut, des routes directes au contrôle aérien. La piste. Nous avons consommé 2 tonnes de carburant. Notre empreinte carbone 100 kg de CO2 par passager. Pour réduire nos émissions, on fait des progrès technologiques sur les machines et la façon de les conduire. Mais aussi, dès maintenant, on peut participer à un programme de compensation volontaire de carbone. Nous ne sommes pas en pleine campagne, mais en plein Paris, au Bois de Boulogne, là où se trouve la fondation Good Planet. La compensation carbone volontaire, c'est la possibilité que vous avez en même temps que d'acheter votre billet, de rajouter une petite somme qui servira à des projets visant à la réduction des gaz à effet de serre. Bonjour Yann. T'as vu mon bureau en plein Paris ? Formidable, formidable. Yann, ces projets, ça consiste en quoi ? On construit en Inde, on en a construit il y a des milliers, des fours de biogaz, c'est des fours de méthane, où avec de la merde d'animaux et des déchets agricoles, tu arrives à faire du méthane. En Inde, par exemple, il faut faire bouillir l'eau tous les jours, parce que sinon, l'eau n'est pas buvable. Donc ça évite que les enfants aillent couper du bois, évite de la déforestation, donc ça évite du carbone. Et puis, ça permet à ces familles d'avoir de l'énergie propre et pas chère. Agir rend heureux. C'est-à-dire que de savoir qu'on émet du CO2, c'est pas bon pour la planète, on prend quand même l'avion, mais on peut faire quelque chose. Je pars en vacances, j'achète mon billet, je veux compenser. Comment je fais ? En avion, 5,97 €, voiture, 5,08 €, et enfin 9 centimes d'euros pour le train qui fonctionne à l'électricité qui en France est à majorité nucléaire. Avantage ou pas, c'est un autre débat. Pour quelques euros, on peut individuellement contribuer à l'abaissement de ces émissions de gaz à effet de serre. Et pour mieux comprendre, je vous donne rendez-vous sur le site de l'ADEME, info-compensationcarbone.com. Parmi les projets financés par la compensation carbone,
L'un des plus importants, c'est la reforestation, chaque arbre étant un puits de carbone. Un arbre consomme du carbone pour sa croissance. Oui, tu vois Sabine, ça c'est du tech. Eh bien en 30 ans ou en 50 ans, il a absorbé 5 tonnes de CO2, ce qui correspond à peu près à un voyage Paris-Nice en avion. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il faudrait énormément d'arbres pour compenser tous les voyages en avion. C'est impossible. Et oui, et donc la meilleure des solutions, c'est de réduire ces émissions de carbone. Tu es d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord avec toi. Gérard, c'est bientôt le moment. On va devoir se quitter. Mais c'est pour la bonne cause. On part tous en vacances. Si vous souhaitez nous adresser une carte postale électronique, c'est possible sur transportez-moi.fr, sur notre page Facebook ou sur Twitter. Hashtag transportez-moi. Tu parles. Eh oui. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ça tourne? Sabine, Sabine, pour faire de l'écotourisme, oui, hein? Moi comprendre, toi? Les voyages en cargo, on la cote. Ils ont... T'as pas oublié un truc en bas? Bonnes vacances? Oui, toi aussi. Je suis rassuré. Tant mieux. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.